Et si nous devenions subtils? Et si nous devenions tout court? Bienvenue sur le canal de la subtilité. La voix subtile. Con đường tinh tế, le podcast qui épouse Et questionne le sens subtil de la vie. avec Ha Giang, vietnamienne à Paris, jardinière de jungle, penseuse sauvage et sophistiquée, passeuse de sagesse d'Asie et d'ailleurs. Et Vincent Cespedes, philosophe, écrivain et compositeur, théoricien de l'ambition, explorateur de la philosophie vivante et de l'intelligence connective. Qui dit subtilité dit finesse, discrétion, Élégance, raffinement, habileté, adresse, sagacité, maniérisme, intelligence, pénétration, profondeur, ruse, astuce, finauderie, chinoiserie, vietnamiennerie, pas mal, complication, délicatesse, légèreté. abstraction, sophisme, avec une nuance péjorative et ironique, Qui dit subtil dit non grossier, non lourdingue, non concret, non simple, non balourd, non bête, mobile, agile. fragile, Et si la subtilité était la clé, pour construire un monde plus doux, plus accueillant, plus charmant, la subtilité pour apaiser les tensions, pour tendre vers la tendresse, la subtilité pour s'ouvrir à la complexité, à la complicité, pour conquérir la dignité. pour faire fleurir l'amour. Et si nous souffrions dans nos temps mufles et simplificateurs, au jugement à l'emporte-pièce, aux combats binaires et caricaturaux, d'un cruel manque de subtilité, D'une impuissance à la subtilité, par méconnaissance, par lâcheté, par méchanceté, par arrogance, la subtilité comme remède, comme panacée, comme gourmandise, miam miam. Viet Miam. Ah, joli. Le français est-il subtil? La langue, certainement, toutes les langues naissent du besoin de subtilité. Mais le français en chair et en os. Pas de généralité ici. Un indice, Je connais des Français subtils. on est sauvé. Tout le monde peut accéder à la subtilité à condition de ne jamais être un touriste. La subtilité interdite aux touristes. Aux touristes français. Ça se complique. Si l'on parle de subtilité, ça se complique toujours. L'art des nuances. L'art des plis et des replis. Origami. La voie subtile, c'est une éthique de la subtilité que nous allons essayer de dessiner ensemble. Et pour ce premier épisode, nous commencerons par une intuition plus subtile qui n'y paraît. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Hôm nay là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của bạn. Vietnamiennerie, tu as dit? Suivez-nous sur la voie subtile. The Subtle Way. Oh yeah! C'est parti. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Ça sonne comme une évidence, et pourtant c'est une certitude tellement difficile à vivre. Faire comme si hier comptait moins qu'aujourd'hui et que demain. Pouvoir nous libérer de nos habitudes, guérir de nos anciennes blessures et aborder la vie comme une page blanche. La certitude est le luxe des spectateurs, dit-on. Eh bien, j'ai l'impression que la certitude « aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie » est le luxe des acteurs. Une certitude qui engage à devenir maître de notre destin en le dégageant de tous les encombrements du passé, de toutes les vieilleries accumulées au fil des ans. Une invitation à nous dépouiller, à nous débarrasser de toutes nos vieilles casseroles, à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Une proposition de fraîcheur, de légèreté, une invitation à cultiver un rapport subtil à nous-mêmes et à notre propre histoire en cours. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Ça m'évoque tout de suite la notion de temps. J'ai l'impression que cette phrase me dit que prends ton temps. Il faut vivre lentement
pleinement. Mais c'est tellement dur aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec des emplois du temps qui débordent, avec l'angoisse du lendemain, c'est extrêmement difficile. Donc, comment aborder cette patience, comment aborder cette lenteur dont tu parles? Justement, la subtilité et le luxe de prendre du temps. Je me souviens encore, quand j'étais petite, Ouais. je passe mon temps avec mes amis, des voisins, à regarder les insectes, à observer leurs ailes, leurs pattes, Oui. et à voir comment ils bougent, comment ils vivent. La vie est vraiment intense. On est à Haiphong, ma ville natale. Dans les années 70, 80. Dans les années 80 à peu près, oui, fin 70 et 80. C'est comment là-bas à Haiphong? On a cette lenteur dont tu parles pour la subtilité? Comme à la campagne, en fait. Il y a beaucoup de terrains abandonnés, il y a beaucoup des zones où on peut trouver des insectes, des sauterelles, des libellules. Et on prend les sauterelles avec nous, on met dans une petit bocal en verre, et comme ça on peut les observer. Et j'ai l'impression que c'est ça, vraiment ça, la vie, parce qu'on prend vraiment le temps et on voit la nature autour de nous très nette. Et après, quand on est dans la vie, comme tu as dit maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tous les travails, tous les rythmes de vie, où on doit faire la queue le midi et manger une sandwich en marchant et en regardant à notre écran, du coup, la vie est comme un TGV à 400 km/h où on voit flou à travers de la fenêtre, on ne voit plus rien. Il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de vie. Donc, si on dit que la subtilité est comme un art de vivre, pour moi, c'est vraiment l'idée de prendre notre temps. On peut dire qu'on doit faire le Photoshop de notre vie pour que les couleurs deviennent vraiment intenses. Et pour moi, c'est aujourd'hui le premier jour du reste de ma vie. J'ai l'impression que je dois vraiment ralentir pour prendre le côté subtilité de la vie. Moi, j'observais aussi les fourmis. J'étais au Pré Saint-Gervais, pareil, dans les années 80. Et j'observais les fourmis, c'était vraiment infini. Mais moi, je l'ai fait depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 23-24 ans, avec des bocaux et avec des fourmis que j'observais. En fait, ce que tu dis m'évoque ce sentiment qu'on a tous vécu enfant de contempler la nature, de contempler la vie. C'est vrai que c'est fascinant les insectes parce que c'est délicat et on essaye de comprendre. Parce que quand on contemple, on essaye de comprendre quelque chose. On ne se satisfait pas d'un livre qui explique comment les fourmis font. On ne se satisfait pas d'une encyclopédie qui nous expliquerait la vie des fourmis. On essaie de devenir fourmi. Cette notion de contemplation, je pense qu'elle est vraiment au centre de la subtilité. J'aime bien ton image du Photoshop et de prendre le temps de retoucher un peu les images, de voir l'intensité des images. Mais c'est vraiment ça, c'est un changement de regard. C'est une invitation à la contemplation, c'est une invitation déjà à ouvrir les yeux sur cet aujourd'hui qui, s'il n'est pas exceptionnel, si on ne dit pas que cet aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie, eh bien je peux le vivre dans la monotonie, dans la banalité. Les jours passent et se suivent, se succèdent, se ressemblent tous. Quand je prends conscience que je vis pour ce que demain a à m'offrir et non pour ce que hier m'a enlevé, eh bien je vais regarder mieux le monde. Et c'est peut-être ça le début de la subtilité, c'est un regard
porté sur le monde, qui ne cherche pas forcément l'efficacité, la productivité, qui ne cherche pas forcément à briller avec son ego en avant, qui cherche à comprendre le monde comme toi et moi, nous regardions les fourmis, les sauterelles, immobiles, comme en position de recueillement, en position presque de méditation sur le mystère de la vie. L'être humain est un animal contemplateur. Et quand on parle de contemplation, les Grecs avaient un mot pour ça, et tu vas voir, le mot va te faire sourire, toi qui as fait un peu des études aussi de mathématiques, c'est le mot théoria. Théoria, c'est le mot grec pour dire contempler, voir, ça touche la vue. Et une théorie scientifique, c'est, on peut imaginer pour les Grecs, quelque chose qui vient de la contemplation, et on essaye de comprendre les lois de la nature en mettant en théorie ces lois. Il s'agit de regarder le monde avec un questionnement, avec de l'étonnement, avec de la surprise. Ne pas essayer de plaquer ce que l'on sait sur ce que l'on voit, mais essayer d'interroger ce que l'on sait à partir de ce que l'on voit. C'est la démarche même de la philosophie. Aristote, Platon, explique que l'acte de philosopher prend sa racine dans un verbe grec, tomazein, qui veut dire s'émerveiller, trouver miraculeux le monde dans sa simplicité, dans sa banalité. Enfants, nous faisons tous d'immenses contemplations sur le ciel étoilé, d'immenses contemplations sur des fourmis, d'immenses contemplations sur la nature, la pluie qui tombe, le soleil, les jeux de lumière du soleil à travers les rideaux, à travers la vitre. Cette contemplation-là, c'est en fait un regard interrogateur, un regard qui cherche l'énigme, un regard qui considère toute la nature, toute la vie comme un mystère à essayer de percer. Comment on doit faire si on doit toujours courir derrière des cours à l'école, à l'université? Si on doit toujours aller au travail, on ne peut pas rester des heures et des heures voir nos insectes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toujours maintenir la subtilité et le sens de la vie? Comme on a dit, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Il faut accélérer la vie des fois, mais aussi justement pendant une journée au moins quelques moments de lenteur. Si on ne peut pas investir toute la journée ou moitié la journée ou quelques heures, il faut peut-être avoir tout simplement quelques minutes, comme tu as dit, de regarder par la fenêtre et de contempler la pluie qui tombe. Et tout simplement comme savourer un plat et de ne pas juste manger un sandwich pour remplir notre ventre le midi, mais vraiment prendre le temps, peut-être le soir, sans manger le midi par exemple, pour vraiment être dans le bonheur devant un bon plat. Pour moi, c'est un choix de rythme de vivre dans la vie quotidienne. Et tu arrives à trouver ce temps? Comment tu fais pour trouver ce temps de contemplation, mais aussi d'étonnement par rapport à la banalité? Est-ce que tu te forces? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que... Il faut vraiment y penser, être conscient de ça. Et je pense qu'il y a une chose très importante, comme tu as dit, c'est laisser l'esprit ouvert. Ouais. Il n'y a pas que l'étonnement ou la contemplation sur la beauté qui peut nous animer la vie intense, mais aussi peut-être l'étonnement ou la contemplation sur le mal peut nous aussi rendre la vie vraiment intense. Parce que si on voit les choses comme le mal, l'injustice, le pouvoir qui écrase, surtout l'injustice par exemple, si je traverse Belleville et je vois des gens qui dorment sur le trottoir et ça me donne quelque chose de vraiment de mal, ça me rend aussi ma vie intense. Il faut vraiment dans ce cas prendre un peu de temps de réfléchir et de
poser la question et de parler peut-être avec eux, on voit la vie différemment et du coup, le premier jour du reste de ta vie a un sens. Cette invitation de concevoir aujourd'hui comme le premier jour du reste de ta vie est accompagnée de créativité. Parce que si aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie, alors je peux créer ma vie comme je l'entends. Je peux être l'auteur de ma vie, je peux prendre mon destin en main. Et à la fois, c'est quelque chose d'ironique aussi, puisque demain aussi pourrait être le premier jour du reste de ma vie. Après-demain aussi pourrait être le premier jour du reste de ma vie. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'ironique. Il s'agit vraiment de se dire... Je décide aujourd'hui de mettre de côté tout ce qui, dans mon passé, est venimeux, tout ce qui m'amoindrit, tout ce qui limite ma créativité. J'aime bien ce mot qui dit que on n'arrête pas de créer parce qu'on est vieux, mais on est vieux parce qu'on arrête de créer. Quelque part, c'est une leçon de jeunesse, ces subtilités-là, ce regard subtil qu'on porte sur le monde, c'est un regard jeune, on est profondément jeune, c'est en fait rajeunir son regard sur le monde. L'enfant, je pense, vit beaucoup plus facilement aujourd'hui comme le premier jour du reste de sa vie, parce qu'il n'a pas ce passé qui peut être lourd, ces traumatismes, ces blessures, ces peurs accumulées. Ce qui est dur, c'est d'aborder cette phrase lorsqu'on a la quarantaine, lorsqu'on a la cinquantaine et plus, quand le passé pèse très lourd sur la conscience, quand on a l'impression qu'il est plus proche de la prison que du trampoline qui m'élance vers le ciel, quand le passé devient un boulet, quand je traîne mes vieilles casseroles, c'est extrêmement dur de dire je vais m'affranchir, me libérer, m'émanciper de ce passé qui peut me rattraper. Et donc c'est une sorte d'hymne à la création qui part d'un constat de fraîcheur. Reste frais. Les jeunes aujourd'hui ne disent pas c'est cool, ils ne disent pas c'est super, ils disent c'est frais. C'est très positif l'adjectif frais, comme on parle de produits frais. Eh bien, en fait, c'est avoir un œil frais sur le monde. Cette phrase, tout le chemin de la subtilité, toute la voie subtile n'est pas une boucle qui tourne en rond. La voie subtile, si on l'emprunte, elle nous mène toujours à cette idée que la vie est une renaissance perpétuelle, à cette idée qu'il faut être frais, il faut aborder les choses avec fraîcheur, et la fraîcheur d'abord du regard. On n'a pas du tout le même point de vue sur la même phase. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis vraiment étonnée en même temps. Moi, j'ai noté pour cette phase une notion de fin, le reste de ma vie. Quand on est sur le premier jour du reste de la vie, on doit penser à bien finir des choses qu'on a déjà commencées. Mmh. Et pour moi, bien finir des choses, c'est un luxe aussi. C'est quelque chose très digne, on doit laisser des choses proprement aux autres pour avoir la capacité de commencer d'autres choses. En fait, tu dis mettre en ordre les choses qu'on a commencées, les finir pour être en paix finalement. Exactement. On nous respecte nous-mêmes et on respecte les autres. Tout simplement, par exemple, quand on fume, moi je suis pas fumeur, je sais que tu es contre les fumeurs. Non, je suis contre la cigarette. La cigarette. Le tabac. Je suis investi dans la lutte anti-tabac, mais auprès de mes amis qui n'ont jamais arrêté de fumer, à part ma maman, qui un jour a décidé d'arrêter de fumer car je lui laissais des petits mots dans ses paquets de cigarettes. Maman, je t'aime, je veux pas que tu meurs. Et du coup, ça l'a convaincu d'arrêter. Mais c'est tout. C'est mon seul triomphe et la seule tentative réussie de faire arrêter un ami ou un amour sur la cigarette. Mais c'est beau. Je parle d'une fumeuse qui fume dans la rue ou au restaurant. Et j'étais étonnée parce que d'un coup, elle a sorti dans son sac à main une petite boîte en argent, très joliment décorée. En fait, c'est son cendrier, tout seul pour elle.
parce qu'elle ne veut pas s'allier autour d'elle, elle ne veut pas gêner les autres, demander au serveur ou quoi. Et moi, je trouve que c'est beau. Donc, pour moi, la subtilité, c'est dans l'art de vivre et dans la notion de prendre du temps, mais aussi les notions de bien finir, bien faire des choses dans cette direction-là. C'est très important, je lisais la traduction du livre des nuances ou de l'impossibilité de la synonymie d'Hakim al-Tirmidhi, soufi du 9e siècle. Et il distingue bien ce qui vient du cœur et ce qui est mu par l'ego. Le cœur et l'ego, c'est presque deux voix différentes. J'ai l'impression que la voix subtile, c'est d'abord la voix du cœur qui contemple, du cœur qui trouve de l'élégance dans des gestes, qui fait attention aux autres, du cœur qui est le centre de l'être et non pas le cœur de l'individu replié sur son narcissisme. On est mu par le cœur pour Hakim al-Tirmidhi, on est mu par l'ego. Deux voix s'opposent. Il y a la voix subtile qui cherche à travailler cette notion d'un cœur ouvert sur le monde et la nature, ouvert sur le mystère. Puis l'ego qui serait la voie opposée à la voie subtile, qui est la voie, et c'est une de tes idées, la voie perverse, la voie de la perversité. Dans les deux cas, la subtilité et la perversité, nous avons des choses qui sont tellement fines, tellement vives et délicates qu'on n'arrive pas à les saisir. L'intelligence n'arrive pas à saisir les choses perverses, l'intelligence n'arrive pas à saisir facilement la subtilité. Simplement, dans la voie perverse, il s'agit d'aller vers la violence, même si on ne le voit pas venir. Il s'agit d'aller vers l'ego, vers le renforcement de mon égoïsme, vers le renforcement de mon individualité contre les autres que je juge comme étant des rivaux. Alors que dans la voie subtile, le but du jeu n'est pas l'ego, le but du jeu c'est le cœur, c'est-à-dire de faire en sorte que les conditions de l'amour, que les conditions du merveilleux puissent être réunies pour l'épanouissement de tous. Et j'aime bien cette idée d'une voie subtile qui va toujours vers cette renaissance. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, cette légèreté, cette fraîcheur, et puis une voie perverse qui va toujours s'enfoncer dans la violence, dans l'irrationalité. Est-ce que pour toi, la voie subtile est une voie de non-violence? Est-ce que la voie subtile peut comporter de la violence ou au contraire essayer toujours de dépasser la violence par l'amour, par le cœur, par une efficience de douceur et de tendresse? Moi j'adore ta distinction entre les deux notions, le cœur et l'ego en fait. Pour moi, la subtilité est toujours non violente. C'est l'amour qui anime, c'est le cœur qui anime la subtilité. Bien sûr, il y a des points communs entre la subtilité et perversité, parce qu'on ne voit pas des choses qui arrivent. Mais la perversité, forcément, va pas du tout avec l'amour, va avec la haine. Regardez un documentaire sur le président chinois, Xi Jinping. Pour moi, c'est un symbole extraordinaire de perversité. Peut-être si je croise quelqu'un dans la rue comme ça, je crois que c'est une tête de quelqu'un qui est vraiment très sympa. Il montre aux autres, au peuple, qu'il est peut-être très proche, mais surtout la perversité vient de la haine à l'intérieur de lui, qui n'a pas reçu de l'amour quand il était petit, mais c'est pas une vraie raison. Je sais pas pourquoi ça donne ça, mais il est dans la perversité absolue, qui veut manipuler le monde entier, et tout le monde tombe dans sa piège. Et aussi, c'est une Vietnamienne qui parle en regardant dans le miroir et en disant que en fait, il y a beaucoup de caractère chinois en nous, en fait, après 1000 ans sous la colonisation chinoise. Mais j'aimerais bien que
Tu nous donnes un peu la lumière sur la perversité avec cet exemple-là. Est-ce que c'est vraiment la haine qui anime la perversité? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment tu expliques le monde dans ce sens-là? La perversité, comme tu disais très bien en prenant l'exemple du président chinois, c'est toujours de la manipulation. Les choses ne sont pas franches, on ne les voit pas venir. On peut très bien avoir une haine franche. Je peux très bien être animé par la haine, vouloir vraiment nuire à l'autre, lui mettre des bâtons dans les roues, le mépriser, et dès que je peux user de la violence contre lui pour le freiner dans son ambition, pour le freiner dans sa vie, pour le tuer. Finalement, l'horizon de la haine, c'est la mort de l'autre. Mais dans la perversité, cette mort, c'est pas la mort avec un coup de fusil, c'est la mort empoisonnée. C'est le poison qui peu à peu va contaminer l'autre, mais il ne saura pas qui le contamine. Il ne saura pas de quel mal il est frappé. Il ne saura même pas d'où vient la violence. Quelque part dans la perversité, c'est une haine qui se cache. C'est une haine qui cache non seulement ce qu'elle est, je peux très bien, si je suis pervers, faire semblant d'être l'ami de mon rival, faire semblant d'être l'ami de celui que je hais, mais en plus, les moyens pour nuire à l'autre, c'est des moyens cachés. Je parle du poison parce que c'est vraiment, pour moi, le symbole même de la perversité. Quelqu'un qui te côtoie, eh bien, tu l'empoisonnes peu à peu. Alors le poison peut être réel, mais il peut être aussi un poison psychique, où tu vas, notamment dans les relations perverses narcissiques, dans des couples par exemple, des femmes par exemple victimes de pervers narcissiques vont se retrouver peu à peu à se dénigrer elles-mêmes, à ne plus avoir confiance en elles, alors que l'autre ne parle que d'amour. Je ne vois pas que l'autre me veut du mal, mais il va m'isoler de mes proches, il va critiquer mes amis, il va me dire que je suis nul, et je vais peu à peu être empoisonné par cette toxicité relationnelle sans voir finalement ce qui est en train de se passer. Et ce qui va m'alerter, ce sont mes amis qui me disent ce qu'on dit quand quelqu'un est embrigadé dans une secte et qu'il a l'impression de trouver la vraie voie alors qu'en fait il trouve la mort. Tu as changé, tu n'es plus toi-même, ce que tu dis c'est plus toi, je ne te reconnais plus. Dans la perversité, il y a une immense lâcheté. Au lieu d'affronter l'autre face à face, je vais user de moyens détournés. La voie perverse est une voie en biais, c'est une voie détournée pour finalement nuire à l'autre. La voie subtile a quelque chose en commun avec ça, c'est que c'est aussi un peu détourné. Quand on parle d'une manœuvre subtile, quand on parle d'une phrase subtile, quand on parle d'une intelligence subtile, c'est qu'elle n'est pas franche. On ne voit pas l'efficacité de la subtilité dès qu'elle apparaît. C'est une efficacité, tout comme la perversité, qui va se diffuser, qui va prendre son temps, qui va toucher profondément les structures du monde et non pas vouloir les ébranler en tapant dessus. Mais ce qui oppose fondamentalement la subtilité et la perversité, c'est vers où elles vont. C'est pour ça qu'on parle de voie, V-O-I-E, on parle de voie parce que c'est the way, c'est une direction. La voie subtile va vers l'amour. Moi, j'ai grandi dans une bibliothèque paternelle. Mon père avait plein de livres liés à la psychologie, à la psychanalyse notamment. Et puis, dans ces livres, il y avait peu de philosophie, mais il y avait un philosophe indien, Krishnamurti. Et Krishnamurti, qui a beaucoup écrit, qui était un sage indien qui plaidait pour le scepticisme, remet tout en question, les autorités devaient être remises en question. Et Krishnamurti, dans ses livres, par exemple un livre sur l'éducation, disait très bien, il y a une efficience qui est plus forte que l'ambition, c'est l'amour. L'amour est plus efficace que l'ambition. L'amour est une voie qui permet des transformations plus profondes, des métamorphoses d'autant plus efficaces qu'elles ne sont pas clinquantes, visibles, elles sont en profondeur. À l'inverse, l'ambition parfois peut être très démonstrative. La voie perverse va toujours vers la déshumanisation des êtres humains et quelque part vers la mort. La voie subtile va toujours vers une augmentation de notre humanité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vers la mort aussi, elle peut aller vers la mort, mais la mort comme possibilité de renaissance. Alors que dans la perversité, la mort, c'est l'effacement complet du monde, et pire que la mort, bien sûr, c'est l'oubli. La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie.
ça m'a touchée à un point très sensible quand tu parles de la mort. En fait, j'ai l'impression que dans la perversité, la personne perverte oublie sa propre mort et elle souhaite la mort aux autres. Et dans la subtilité, la personne subtile pense peut-être toujours à sa propre mort et souhaite à la future l'amour et la vie. Quand je parle de ça, je pense à mon père et sa mort. Le dernier cadeau précieux qu'il me donne, c'est sa mort. Et j'étais presque heureuse. C'est peut-être quelque chose d'étrange. Mais c'est vrai, il n'y a pas que ma naissance qu'il m'a donné comme quelque chose de très important dans la vie, mais aussi sa mort, parce que là, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que la vie ne dure pas à l'infini. L'idée de notre phase, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie, est important parce que la vie devient tellement précieuse qu'on n'a pas de temps pour tuer les gens, on n'a pas de temps pour faire du mal, pour être pervers, pour être dans l'ego. Vraiment, ça sert strictement à rien parce que la vie est tout simplement courte. Il faut vraiment qu'on investisse dans la subtilité, dans le côté du cœur, dans l'amour, pour que nos enfants, la génération future, continuent nos idées, nos valeurs, le sens, que des belles choses. Mon père, il est tombé dans le coma pendant 1 an. Et il était entre le mort et la vie. C'est vraiment étrange comme période. Pendant 1 an là, j'ai vraiment beaucoup médité et trouvé le sens de la vie à travers la situation très spéciale. En fait, comme je t'ai dit, c'est étrange, mais je suis heureuse de son dernier cadeau pour moi. C'est vrai que quand les êtres qui nous ont mis au monde partent, il y a quelque chose de métaphysique qui se passe symboliquement, c'est extrêmement fort, et j'ai l'impression, mais tu peux me dire ce que tu en penses, j'ai l'impression que tout d'un coup on se dit, le prochain tour c'est moi. Que ça nous rapproche quand même de la mort. Tout d'un coup, si on a des enfants en plus, on se dit une fois que mes parents partent, c'est moi le suivant. Ça décrit un peu une situation que Blaise Pascal, le philosophe français, décrit en disant regardez la condition de l'être humain, c'est horrible. Ils sont en ligne, ils voient ceux qui sont devant eux se faire égorger. Voilà, on leur donne des coups de couteau, ils meurent et ils avancent inexorablement vers ça. Donc on voit que ceux qui nous devancent meurent et puis on arrive et puis à un moment on se dit c'est mon tour, et c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là quand on prend vraiment conscience de la fragilité de notre propre vie, alors que dans l'enfance et l'adolescence ou même le jeune âge on est absolument avec la vie devant nous et on vit dans l'insouciance et la témérité possible parce qu'on ne voit pas encore cette échéance fatale. Mais c'est vrai que lorsqu'on se dit le prochain coup c'est moi, du coup aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie résonne vraiment comme l'idée de décider de changer, de décider de muer, de décider de sortir d'une chrysalide qu'il faut qu'on se constitue. C'est comme si la vie était coupée en deux. Il y a la vie de l'insouciance de la mort, la vie qui ne pense pas à la mort, et c'est très bien comme ça. C'est très bien d'avoir des jeunes de 25 ans qui ne sont pas obsédés par la maladie, par la mort. Et puis il y a un moment où on sait que c'est nous les prochains dans l'ordre naturel des choses, et là ça change quand même vraiment les choses. Et la question que je te pose, c'est est-ce qu'il faut avoir conscience de l'imminence de notre mort pour pouvoir devenir subtil? Moi, je pense que oui, mais c'est pas comme que tu as décrit. Je suis pas d'accord avec Pascal, parce que pour moi, la vie est comme une course de relais. Être conscience de la mort, c'est quelque chose de très beau.
j'ai le temps de vivre et de prendre les valeurs, le sens de la vie, etc., pour courir. Et quand la mort arrive, ça veut dire que je donne, comme dans les Jeux olympiques, ce feu-là que je tiens et je cours toute ma vie et je peux donner à quelqu'un d'autre, et ça fait un soulagement, une repose extraordinaire, et que je sais que ce feu va être de génération en génération circuler dans notre histoire humaine. Pour moi, c'est ça la subtilité. La subtilité, c'est l'amour, non seulement pour les gens autour de nous, pour les gens derrière nous, mais surtout pour les gens devant nous et pour tout l'être humain. En attendant un jour, un extraterrestre baisse la tête et dit chapeau, je les admire. Pour moi, c'est ça la subtilité. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de reste de ma vie. Je dois vraiment maintenir le feu pour donner à notre nouvelle génération derrière nous. En fait, c'est une leçon d'humilité que tu donnes. Il faut pas imaginer que le monde s'arrête avec nous. Nous ne sommes que des passeurs. Nous sommes pris dans la chaîne des êtres humains et peut-être que notre mission, c'est de préparer l'avenir comme on peut à partir de nous-mêmes. Et peut-être que dans cette préparation de l'avenir, dans cette nourriture qu'on doit donner à l'avenir, eh bien, la subtilité est la façon de faire. C'est peut-être la façon opératoire de cuisiner l'avenir quelque part. Quand j'avais 24 ans, une chanson résonnait et le refrain c'était précisément « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». C'est une chanson d'Étienne Dao, qui est d'ailleurs un chanteur très subtil, avec une voix subtile, des harmonies très subtiles. Et cette chanson d'Étienne Dao racontait comment on pouvait sortir, je le cite, de l'inertie morose. L'inertie, c'est quand on n'avance pas, on ne bouge pas. Morose parce que triste, mélancolique. On a l'impression de stagner, on a l'impression d'être prisonnier de quelque chose qui nous enlise. Et en 2022, avec la pandémie de Covid-19, on a vraiment cette impression d'inertie, on a vraiment aussi cette impression d'être enfermé, d'être confiné dans nos existences. Et contre ça, Étienne Dao chantait aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Mais tout peut changer aujourd'hui. Le premier jour du reste de ta vie. Et il ajoutait, ça doit être plus confidentiel. Plus confidentiel. Plus discret. Plus subtil, plus délicat. Contrairement aux réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque, on était en 98. C'était le tout début d'Internet. Mais maintenant, ça résonne vraiment. Aujourd'hui, nous étalons nos vies personnelles, nos égos, pas la vie du cœur, mais la vie de l'ego. Nous les étalons dans la non-confidentialité. Les vies intimes sont placardées sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. On est dans une sorte de spectacle que nous donnons de nous-mêmes et dans l'idée vraiment pas du tout de transmission, de discrétion, de confidentialité. Et quand on dit subtilité, c'est à l'opposé de ça. Quelqu'un de subtil, c'est pas quelqu'un qui va parler de lui, ou quand il parle de lui, il parle avec humilité et il parle d'un point de vue universel. Ce que je vais dire de ma vie, eh bien, peut être une leçon universelle pour tous les êtres humains. Mais on n'est pas du tout dans le moi qui se raconte ou qui se la raconte. Et la subtilité, du coup, va à l'encontre de l'ère du temps, de l'affichage de tout, de vie instagrammable, où dès que je vois quelque chose, je dois absolument le mettre sur les réseaux sociaux parce que je fais collection d'une vie que je veux plus excellente que la vie des autres. Cette leçon de subtilité rime avec une leçon aussi de maturité. Accéder à une certaine forme de maturité, même si ça nous rapproche de la mort, ça nous montre aussi comment la subtilité, ce rapport au monde très étrange, où on va chercher les signaux faibles, où on va essayer d'être élégant dans ce qu'on fait, on va s'intéresser aux moyens que l'on déploie pour atteindre les fins. C'est pas la fin justifie les moyens, c'est les moyens que je déploie vont colorer la fin que je vise. Et que si ces moyens sont élégants, sont précieux, sont connectés à l'imagination, sont connectés à l'amour, sont connectés à la tendresse, eh bien ce que je vais réaliser change aussi. Les buts se transforment par les moyens que nous déployons pour les atteindre.
réseaux sociaux n'est pas un mauvais moyen. Il y a un moyen et après, on peut en faire des choses qu'on veut en fait. Et je me souviens encore la beauté, c'est magnifique, le printemps d'arabe qui m'inspire et qui inspire tous les Vietnamiens qui sont dans le régime dictature. Et pourquoi il y a le printemps d'arabe? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça devient quelque chose de consommation. Donc il faut vraiment qu'on règle nos problèmes à nous, mais le moyen n'a pas de couleur de mal ou de bien. C'est à nous qui jouons avec en fait. Et du coup, moi je te propose un concept, c'est la stratégie subtile. Pas que l'efficacité tout court, c'est l'efficacité subtile. Ça veut dire non seulement pour gagner de temps, de l'argent, le grade dans la vie, mais aussi pour gagner l'art de vivre, pour gagner la beauté, pour gagner la création, comme tu as dit. Avant, toi et moi, on ne peut jamais faire le podcast comme ça et diffuser. Maintenant, c'est possible. Ça, c'est la création possible. Grâce aux réseaux sociaux, on peut diffuser comme on veut et il y a des gens qui sont en train de nous écouter. Ça me fait du bien. Merci beaucoup. Le mot subtil, il faut comprendre d'où il vient. Ça vient de soub, ce qui est en dessous. Sub, comme on dit, submersible. Ça vient de ce qui est en dessous. Et tela, en latin, c'est la toile. C'est la toile que l'on tisse. Wow. Ce qui est subtil, c'est ce qui est sous la toile, sous le tissu, sous le textile, mais aussi sous le texte. On peut parler de sous-texte. Il y a un texte qui est là, tout le monde peut le lire, mais il y a des intentions, des émotions, des envies qui sont cachées derrière le texte. Il y a une toile, mais derrière la toile, on comprend comment sont organisées les choses. Ça ne saute pas aux yeux, c'est sous la toile. Entre les deux lignes. Exactement, entre les lignes, exactement. On pourrait même tisser la métaphore, filer la métaphore en parlant de la toile d'Internet. Ce qui est subtil, c'est pas ce que l'on poste sur les réseaux sociaux, mais ce qui est dessous. Mais je suis d'accord avec toi, on peut très bien accéder à ce qui est dessous. Si je regarde par exemple le fil Instagram d'un ami, je vais voir ce qu'il veut afficher. Donc là, on a la toile. Il veut afficher ses vacances, une belle photo d'une voiture, des beaux visages de ses amis, etc. Mais à force de voir ça, je vais comprendre ce qu'il y a dans sa motivation à mettre sur Instagram ces images. Quelque part, le texte, ce sont les images qu'il met sur Instagram, mais le sous-texte, c'est pourquoi il les met, qu'est-ce qu'il raconte caché derrière les choses les plus flagrantes, les plus visibles. Et la subtilité, c'est aussi un regard pénétrant. Ça va pénétrer sous la toile des apparences. Ça va chercher derrière les apparences les véritables motivations profondes des individus. C'est une contemplation profonde. C'est pas simplement la contemplation de ce qui saute aux yeux, c'est la contemplation de l'invisible. Un deuxième épisode pourrait être consacré sur notre voie subtile à l'art de l'élégance, ce qui ne saute pas aux yeux et pourtant qui est le principe même de la beauté. L'élégance, c'est un mouvement très difficile, très subtil à caractériser et pourtant essentiel à la vie. Ça peut être tout simplement des gestes. Tout ce que tu m'as dit me provoque la notion que tu as développée dans un livre que tu as écrit. Le mot est flou. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, exactement. Le monde devient de plus en plus flou avec les nouvelles technologies et ça nous invite à essayer d'avoir un regard pénétrant, un regard profond, un regard subtil sur ce monde flou pour essayer de comprendre derrière la panique visuelle qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il faut voir véritablement et qui est partiellement caché. La voix subtile. Le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Au fond, l'invitation aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Ça revient à considérer le présent comme une promesse d'avenir et non comme l'aboutissement lourd et fatal du passé. La voie subtile, c'est donc une école d'optimisme, mais pas d'un optimisme au forceps qui fait du forcing, qui tente de convaincre obsessionnellement sans ouvrir les yeux ni s'ouvrir au possible.
Un optimisme stratégique, comme tu as dit, Ha. Alerte, vif et habile. Un optimisme souple et un optimisme radical. L'avenir appartient à ceux qui se libèrent subtilement du passé. Et donc, tu veux dire prendre ses distances avec les pesanteurs du passé? Oui, en fait, la voie subtile, c'est chercher une solution élégante, c'est-à-dire simple, satisfaisante, pleine d'imaginaire, à nos problèmes. Alors, prochain thème, l'art de l'élégance. Avec grand plaisir, à bientôt pour le 2e épisode de La Voie subtile. Le podcast qui rend moins pervers. Moins borné. Plus mieux. Non, ça se dit pas. Ah, plus subtil. C'est mieux. Ouf. N'hésitez pas à commenter et à partager subtilement cet épisode s'il vous a rafraîchi, inspiré, enthousiasmé. Je ne répondrai qu'aux commentaires subtils. Le défi est lancé. Et merci pour ta réalisation et tes musiques magnifiques, Vincent. Ça fait du bien à l'esprit et au cœur. Merci, Ha. À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse. À bientôt, chers complices de la non-violence. Et d'ici là, Rendez délicatement heureux.